Bonjour, nous sommes aujourd'hui le 18 juin 2021, ça fait 81 ans que Charles de Gaulle a prononcé ce fameux appel du 18 juin 1940 à Londres, à la BBC, et qui marque un point fondamental dans l'histoire contemporaine de la France. Alors bien entendu, comme à chaque 18 juin, on voit arriver sur les plateaux de radio, de télévision, des quantités de responsables politiques qui sont là et qui, sous couvert de rendre hommage au général, en profitent pour laisser entendre de façon plus ou moins subliminale que le vrai de Gaulle de leur époque, eh bien c'est eux. Voilà. C'est-à-dire de Gaulle représente l'espoir. On a vu un certain nombre de responsables politiques de LR, de LREM. On voit M. Macron, le premier, qui rend hommage à de Gaulle. C'est plus si Macron se présente pas comme étant le de Gaulle de notre époque. Alors, pour clarifier les choses, je voudrais rappeler 2-3 éléments fondamentaux. Premièrement, de Gaulle, quand il est parti à Londres, il a brisé pour toujours son déroulement de carrière dans l'armée où il était engagé. C'est-à-dire qu'il a brisé sa vie, brisé sa carrière. Il a d'ailleurs laissé sa femme, ses enfants et même sa mère, qui est d'ailleurs décédée quelques jours après, et il a laissé tout le monde pour aller se battre pour la France en allant à Londres. Deuxièmement, il a été condamné à mort par contumace à 2 reprises par le régime de Vichy. Troisièmement, une fois qu'il est allé là-bas, il a pu s'exprimer sur la BBC, qui était le plus grand réseau de communication mondiale, un peu l'équivalent de l'Internet d'aujourd'hui, mais il n'a plus jamais eu accès, bien sûr, jusqu'en 1944, à tous les médias de France qui étaient sous l'occupation ou sous l'État français. C'est la raison pour laquelle les gens qui aujourd'hui se prévalent de Gaulle en se pavanant sur toutes les radios et télévisions, mais qui ont tous une particularité, c'est de ne jamais vouloir sortir de l'Union européenne, sont en fait des captateurs d'héritage. Parce que le véritable message de Charles de Gaulle, là où il était absolument intransigeant, c'était sur la souveraineté et l'indépendance de la France. Aujourd'hui, Charles de Gaulle appellerait à voter pour le Frexit. Et il ne serait pas invité sur les chaînes de radio et de télévision de la collaboration avec la Nouvelle Europe sous domination germano-américaine. Bonjour. Je viens de recevoir le 18 juin 2021 une lettre que m'a adressée un de nos adhérents et militants fidèles qui va se reconnaître, qui s'appelle Philippe et qui a pris sur lui d'écrire au Conseil supérieur de l'audiovisuel pour se plaindre du fait que l'on ne me voit jamais dans les grandes chaînes de radio et de télévision. Alors il a écrit une lettre le 1er mars au CSA et il fait remarquer notamment que l'UPR a obtenu aux 8 élections législatives partielles auxquels nous nous sommes présentés depuis juin 2017, une moyenne de 1% des suffrages exprimés, entre 1,4 et 1,8% aux dernières consultations. Il aurait pu ajouter qu'on a eu 1,13% des suffrages aux élections européennes de 2019. Et il est allé jusqu'à calculer ce que l'application de ce 1%, qui est un calcul par défaut, aurait donné s'il avait été appliqué au nombre d'émissions politiques sur les grandes chaînes de télévision publiques. Par exemple, j'aurais dû être invité à m'exprimer significativement dans un journal de France 2 6 fois depuis 34 mois, alors que je l'ai été 0 fois. 9 fois à C'est à vous sur France 5 au lieu de 0 fois, 6 fois à C'est politique sur France 5 au lieu de 0 fois, 6 fois sur Dimanche politique au lieu de 0 fois, 9 fois à l'invité sur TV5 Monde au lieu de 0 fois et 16 fois sur France Info Télé pour des interviews politiques, je n'ai été une seule fois. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il m'a fait parvenir la réponse du directeur du CSA. Elle est tellement brève que je peux vous la lire dans une vidéo de 2 minutes. Monsieur, vous avez appelé l'attention du CSA sur l'accès de M. François Asselineau à l'antenne des médias audiovisuels. Au terme de la délibération 2017-62 du 29 novembre 2017 relative au principe de pluralisme politique, etc., ça définit les critères. L'application de ces critères à l'UPR ne conduit pas le Conseil supérieur de l'audiovisuel à considérer que le principe de pluralisme politique aurait été à ce jour méconnu par les médias audiovisuels. Voilà. Nous avons 1,2% des suffrages, nous avons droit à 0 émission depuis 34 mois, et il paraît que c'est conforme au principe de proportionnalité politique selon le CSA. La scène politique française est encore sous le choc de ce qui s'est passé hier avec les élections régionales, et notamment des 2 faits historiques qui en ont découlé. Le premier, c'est une abstention énorme. 66,1% des Français ne sont pas allés voter, 2 tiers.
On n'a jamais vu ça pour le premier tour d'une élection nationale. Le pire, c'est que cette abstention varie selon l'âge. Les personnes d'âge mûr ou les personnes âgées sont celles qui ont le plus voté, mais les jeunes, beaucoup de jeunes ne sont pas allés voter du tout. 85% des moins de 35 ans ne sont pas allés voter, n'éprouvent plus le besoin d'aller voter. Alors pourquoi une telle abstention ? La première raison, c'est que les Français n'ont pas reçu, des millions de Français n'ont pas reçu à temps la propagande électorale. C'est en soi un véritable scandale qui témoigne d'ailleurs du sabotage des services publics. Or, ces propagandes, même si on ne les lisait pas, elles avaient au moins le mérite de rappeler que dimanche, il fallait aller voter. La deuxième raison, c'est que les Français ne comprennent pas très bien ce que c'est qu'une région. Il faut aller voter pour la présidentielle, pour les législatives, pour les régionales, les départementales, les communales. Ça fait beaucoup trop d'échelons administratifs. Nous proposons la suppression de l'échelon des régions, transformer ça en un établissement public administratif, comme du temps de Georges Pompidou. Ça ferait des milliards, des dizaines de milliards d'euros d'économies. Et puis la troisième raison, c'est que les Français voient bien que les vrais sujets politiques ne sont pas traités. Ils votent à droite, ils votent à gauche, ils ont toujours la même politique. Ils voudraient qu'on puisse traiter à fond certains sujets qui ne sont pas traités dans les médias. Et puis il y a le deuxième enseignement de ces élections, c'est que le parti au pouvoir, le parti du président Macron, En Marche, a obtenu seulement 10,4% des votants, c'est-à-dire compte tenu de l'abstention, 3,5% des inscrits. Mais c'est la honte! Ça veut dire que 96,5% des Français ont refusé d'aller voter pour le parti de Macron. Ça prouve au passage que le sondage qui donnait Macron s'envolant à 50% d'opinion favorable en popularité était bidon, de même que les sondages qui donnaient le RN très haut. En attendant, M. Macron a perdu la légitimité nécessaire pour diriger la France. Alors voilà une information très importante, beaucoup plus importante que de savoir quelles sont les tenues élégantes de Mme Macron au G7. Mais c'est extrêmement compliqué à comprendre si on veut entrer dans le détail, et les grands médias vont faire silence dessus. De quoi je vais parler ? De M. Jens Weidmann. Ce monsieur est l'un des banquiers les plus puissants du monde, c'est un Allemand. Il est membre du conseil d'administration de la Banque centrale européenne à Francfort qui gère l'euro, représentant l'Allemagne. Il est en plus de ça président depuis plus de 10 ans de la Bundesbank, la banque centrale allemande toute puissante. Et comme si ça ne suffisait pas, depuis plus de 5 ans, il est également le président de la Banque des règlements internationaux, ce que l'on appelle la Banque centrale des banques centrales, qui a été créée en 1930 et qui regroupe maintenant 60 pays du monde, représentant à peu près 95% du PNB mondial. Pourquoi je vous parle de lui ? Parce que le 17 juin, il a dit que maintenant c'était terminé, qu'il allait falloir arrêter les politiques d'assouplissement quantitatif, c'est-à-dire en clair les rachats sur le marché secondaire des obligations émises par les pays du Sud, les rachats par la BCE. Ça veut dire quoi très concrètement ? Ça veut dire que dans les semaines, les mois, les années qui viennent, normalement, il est le représentant, Jens Weidmann, de toute l'oligarchie allemande. Normalement, la BCE ne va plus pouvoir acheter les obligations de la France, de l'Italie, de l'Allemagne, de l'Espagne, etc., et de la Grèce. Conséquence double. Soit on continue à faire des déficits importants, auquel cas, comme la BCE ne rachètera pas nos obligations, les taux d'intérêt vont exploser. Ça mènera inéluctablement à un risque majeur d'explosion de l'euro. Autre possibilité, la France se soumet aux diktats venus de Francfort et taille dans les dépenses publiques pour essayer d'éviter les déséquilibres budgétaires et les déficits budgétaires. C'est exactement ce vers quoi s'oriente d'ailleurs M. Bruno Le Maire. Il l'a dit d'ailleurs, il a dit qu'il allait falloir poursuivre les réformes structurelles, détruire nos retraites, privatiser à outrance. Pourquoi je vous dis tout ça ? Parce que c'est le sujet dont on devrait parler pendant l'élection présidentielle. Si on reste dans l'Union européenne et dans l'euro, on est en train de détruire la France. On vient d'apprendre qu'un monsieur qui s'appelle monsieur Wojciech Wieworowski, j'espère que je n'écharpe pas son nom, qui est de nationalité polonaise, il est le contrôleur européen pour la protection des données. CEPD, c'est une des autorités indépendantes qu'il y a dans la nébuleuse des institutions européennes. Donc ce contrôleur européen de la protection des données a remis aujourd'hui un rapport pour mettre en garde contre le projet de directive de la Commission européenne qui prétend réglementer l'utilisation de l'intelligence artificielle
pour repérer, par exemple dans une foule, les personnes et les identifier, avec leur visage, leur façon de marcher, leur comportement, leur démarche, etc. Un univers à la George Orwell, qui malheureusement se développe déjà beaucoup en République populaire de Chine, par exemple. Donc, M. Vievorovski a fait son travail, c'est-à-dire qu'il centralise les opinions des différentes CNIL, comme en France, la Commission nationale informatique et liberté, et il a émis un avis négatif, même si le projet de la Commission européenne était un projet limité, il a quand même tiré la sonnette d'alarme sur le risque pour les libertés publiques. Alors bien entendu, les promoteurs de cette opération disent non, mais c'est simplement, ça sera limité dans des cas de sécurité, un enlèvement d'enfants, un risque de terrorisme, bien sûr. Mais le problème, c'est que l'on sait très bien que dans ce genre de choses, eh bien, une fois qu'on a mis le doigt dans l'engrenage, ça risque d'aller très très loin, très vite, au bout de quelques années. Qui pourra surveiller ? En attendant, la Commission européenne a décidé de mettre 1 milliard d'euros par an sur ce projet. Ça veut dire que les Français vont payer 200 millions d'euros. Ce que je trouve tout à fait invraisemblable dans une telle affaire, c'est que le peuple français est complètement mis à l'écart. C'est quand même peut-être à nous, Français, de décider ce que l'on veut de l'équilibre difficile entre les libertés publiques et puis la recherche, en effet, des actes les plus terribles et les plus délictueux. Une chose est certaine, c'est qu'avec la Commission européenne, on est sûr qu'on n'a plus le droit à la parole et qu'on risque d'avoir George Orwell au bout du chemin. Clément Beaune, le secrétaire d'État aux Affaires européennes, et Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, ont l'un et l'autre indiqué qu'ils étaient favorables à l'introduction du vote électronique, à sa multiplication, notamment dans la perspective de l'élection présidentielle, et ceci prétendument afin de lutter contre l'abstention. Je tiens à préciser ici et à alerter l'opinion publique française sur l'extrême gravité de ces déclarations. Le raisonnement qui est tenu par ces deux ministres est faux. Il n'y a aucune preuve que d'avoir un vote électronique, un vote à distance, favoriserait la participation. Il n'y a qu'une seule façon mécanique de favoriser la participation, c'est d'obliger les gens à voter, comme c'est le cas en Belgique avec un vote obligatoire. Mais à ce moment-là, la logique veut qu'on permette à tous les électeurs de pouvoir voter blanc et que le vote blanc soit un vote de plein exercice, c'est-à-dire que si le vote blanc arrive en tête, à ce moment-là, les autres candidats sont disqualifiés. Avec ce système, oui, là, on fera monter la participation. Il y a une deuxième façon de faire remonter la participation qui n'est pas mécanique, qui est psychologique. C'est tout simplement de rendre les élections attirantes pour les électeurs. C'est-à-dire que les électeurs aient le sentiment qu'ils ont un véritable choix entre des projets de société différents. Mais pour qu'ils aient des projets de société différents comme choix, encore faut-il que la France ne soit pas dans une institution qui s'appelle l'Union européenne, dans une autre qui s'appelle l'euro et dans une troisième qui s'appelle l'OTAN, qui verrouille toute possibilité de modifier le futur et qui fait que lorsque les Français votent à droite, à gauche, peut-être un jour à l'extrême droite ou à l'extrême gauche, ils ont toujours la même politique. En d'autres termes, ce que disent messieurs Beaune et Attal est faux et cache quelque chose. Si l'on veut imposer aux Français le vote électronique contre leur volonté, c'est qu'il y a derrière une volonté de truquer les élections. Il faut dire non, c'est un principe fondamental. Comme vous le savez, Washington, le président Joe Biden, a décidé de rapatrier les troupes américaines en Afghanistan. Ceci va avoir des conséquences. Et le président du Conseil italien, l'équivalent de notre Premier ministre, M. Mario Draghi, ancien président de la Banque centrale européenne, a fait très récemment des déclarations pour indiquer qu'il craignait un afflux nouveau de migrants, d'immigrés venus d'Afghanistan. Et pourquoi cela ? Parce que l'Italie a participé avec l'OTAN aux interventions en Afghanistan, que l'Italie avait sur place des Afghans qui travaillaient avec les troupes italiennes et qui risquent désormais leur vie s'ils restent dans un Afghanistan où il n'y aura plus personne pour les protéger. Ils sont considérés comme des collabos par un certain nombre d'Afghans.
Donc Mario Draghi a annoncé qu'il a d'abord fallu que l'Italie reçoive 80 Afghans, puis 200, puis 400 avec les familles. Et évidemment, ces personnes vont arriver en Italie et par l'espace Schengen vont pouvoir se répandre ensuite dans l'ensemble Schengen et notamment en France. Pourquoi je vous parle de tout ça ? Parce que je voudrais signaler à quel point sur les questions migratoires, on ne peut pas régler les questions migratoires si on ne règle pas deux problèmes de fond. Premièrement, l'appartenance ou non à l'OTAN et à ses guerres illégales. C'est l'OTAN qui est intervenue en Afghanistan, c'est l'OTAN qui intervient au Moyen-Orient, qui intervient en Libye, qui détruit des régimes. Il ne faut pas s'étonner qu'ensuite on ait des réfugiés qui viennent en Europe. Et la deuxième, c'est l'espace Schengen qui laisse entrer et sortir tout le monde en même temps. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas mettre un coup d'arrêt au problème de l'immigration en France, comme le souhaite maintenant une très grande majorité des Français, si l'on ne regarde pas les choses en face et si l'on ne dit pas aux Français, il faut sortir de l'OTAN pour arrêter les guerres illégales et il faut sortir de l'espace Schengen. Le Rassemblement national ment aux Français en refusant ces deux propositions.